La Saint-Valentin, la fête de l'amour dont il est de plus en plus question ici en Côte d'Ivoire depuis quelques années, ne fait pas l'unanimité. Elle est acceptée par certaines personnes, pour d'autres, elle est sans importance. Plus de 70 Ivoiriens ont effectué un pèlerinage en Italie grâce au chef de l'État à travers le ministère de l'Intérieur et la Direction générale des cultes. Ils ont visité des lieux saints dans 4 régions d'Italie. Les Centrafricains votent ce dimanche pour choisir entre les 2 anciens premiers ministres, Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra, un président qui devra sortir le pays de 3 ans de violence intercommunautaire. Le magazine de ce dimanche a pour thème la mobilisation pour le bien-être des personnes du 3e âge. Notre invité est M. Kone Kikpeya Brahima, directeur de cabinet adjoint au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Il nous donnera plus d'informations sur cette mobilisation. M. Kone, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. À tout à l'heure. Merci. Commençons par la Saint-Valentin, la fête de l'amour, dont il est de plus en plus question ici en Côte d'Ivoire depuis quelques années. Mais la célébration de cette fête ne fait pas l'unanimité. Elle est acceptée par certaines personnes. Pour d'autres, elle est sans importance. Guillaume Zéré, Sèche Colia. Nous sommes à Adjamé, dans un magasin qui a revêtu les couleurs rouges. Rouge comme la couleur de l'honneur, rouge comme la couleur de l'émotion, de l'amour, tout simplement. Ce 12 février, la nature des gadgets et la bousculade dans les rayons traduit clairement qu'il y a une fête en vue, la Saint-Valentin. En principe, tous les jours de Saint-Valentin. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien un jour spécial où on va mettre l'accent sur l'amour. Fête de l'amour ou fête des amoureux. Le 14 février, fêté en Occident, l'est depuis quelques années déjà sous nos tropiques. Bon, je vends les tableaux, les nounous, les pots de fleurs. Tout ce que je vends, en tout cas, ça va. Ça s'achète. Je suis revenue faire achat encore aujourd'hui pour aller m'installer. C'est une association de couples mariés chrétiens qui se retrouvent pour fêter ensemble, pour partager un peu les expériences. Donc, on m'a envoyé faire les achats. L'amour est universel, mais sa célébration, elle, ne fait pas toujours l'unanimité. Toujours ma femme, je suis avec elle. Alors, bon, je pense que non, ce sont les dépenses inutiles, quoi. Saint-Valentin, mais c'est une fête même, c'est les femmes qui doivent faire cadeau à l'homme, c'est une fête d'homme. On dit Valentin, on n'a pas dit Valentine, c'est ça. Donc, je pense que tous les jours que Dieu fait, c'est une fête pour dire à ta femme, je t'aime, lui donner un cadeau, mais on peut prendre un jour spécial où on fait beaucoup de dépenses. Voilà, on veut une fête de, en fait 31, on fait 24. On ne s'est pas retrouvé, on veut encore une autre fête Saint-Valentin. L'un des symboles de la Saint-Valentin reste l'échange de cadeaux. La preuve de l'amour que les partenaires se portent selon l'opinion. Pourtant, justement, c'est là aussi l'une des problématiques de cette fête. Ne pas offrir de cadeaux signifierait-il un manque d'amour? J'accepte tout ce qui viendra de lui comme cadeau. C'est l'amour, on n'a pas besoin de décrocher la lune pour montrer que vraiment on l'aime. Quelque chose de symbolique. Mais dans la pratique, le constat est tout autre. Certains, les femmes pour la plupart, exigent un cadeau et non des moindres. Ah chérie, vraiment je voulais soit un téléphone, soit je voulais une voiture, ou soit je voulais, comment on appelle ça, une maison. Alors normalement, ce n'est pas le cas. L'amour n'a pas besoin de matériel. L'amour a besoin d'une affection sentimentale. La Saint-Valentin, originaire de la Grande-Bretagne, est considérée dans de nombreux pays comme la fête où les amoureux échangent des cadeaux comme preuve d'amour. En Côte d'Ivoire, elle est dorénavant un fait de société, un fait accepté, mais parfois contesté. Félix Amani Sarah Gungu et Kone Pargasoro ont rendu visite à un couple qui célèbre la Saint-Valentin. Voici leur reportage. Léon Yapi, conseiller pédagogique à la retraite, est marié depuis 46 ans à Albertine. Du fruit de leur amour sont nés 6 enfants. Quel secret pour une telle longévité de ce couple? C'est vivre ensemble, se tolérer, se pardonner. Mais c'est surtout la communication, c'est les échanges entre vous et votre épouse. Et où nous avons notre bois sacré qui est la chambre. Nous avons entre nous décidé, et avec fidélité, d'être beaucoup discrets. Le respect mutuel. Le début a été difficile, mais actuellement, nous formons vraiment un foyer exemplaire.
Après 46 ans de vie commune, Léon et Albertine usent des stratégies pour entretenir la flamme de l'amour. Je crois que les secrets, c'est simple. Il faut de temps en temps sortir du cadre familial et aller se divertir. Se divertir, c'est-à-dire sortir avec madame et aller, comme on le dit, changer d'air et puis échanger en dehors du cadre du... Être aussi avec des amis, revivre encore des moments passés. Effectivement, de temps en temps, nous le faisons. Quand la fête approche, quand le jour de la fête, on sort, on se met à l'aise. Une longévité qui fascine enfants et petits-enfants. Depuis que j'étais avec eux, je n'ai jamais vu mes parents se discuter. Ce sont des parents affectifs. Ils m'ont inculqué quelque chose de très précieux, c'est de partager, de savoir communiquer avec les autres. Saint-Valentin, patron des amoureux, serait un prêtre, mort martyrisé par les Romains le 14 février 270 pour avoir soutenu les jeunes femmes dont les maris avaient été chassés de l'armée par l'empereur Claude II, tout simplement pour leur attachement au mariage. Allez, on change de sujet. Une aventure dans l'assurance, c'est le titre d'un ouvrage qui retrace les 20 années d'existence de la société d'assurance NCA, nouvelle société d'assurance interafricaine. L'œuvre portée par le président directeur général du groupe, Jean Kakou Diago, a été présentée en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le chef du gouvernement s'est dit heureux de l'initiative qui met en relief le travail et au-delà, l'Ivoirien nouveau veut très cher au président de la République, Alassane Ouattara. Thomas Guessabi. Une aventure dans l'assurance. Ils étaient nombreux à se rendre à la maison de l'entreprise pour découvrir et s'imprégner d'une histoire écrite qui présente la richesse de l'excellence au moment où la Côte d'Ivoire clame l'avènement d'un Ivoirien nouveau. Parmi les invités de Jean Kakou Diago, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il était là au départ. Du pari pris par un homme, un Ivoirien, le président du groupe NCA. L'injonction que vous m'aviez faite, Monsieur le Premier ministre, le 31 juillet 1995 à l'Hôtel Ivoire, lors du lancement officiel des activités de la jeune entreprise NCA. Toi, Jean Kakou Diago, tu n'as pas le droit d'échouer. Je pense pouvoir vous dire aujourd'hui, j'ai évité l'échec. Je ne résiste pas à la tentation de vous dire, Monsieur le Premier ministre, que notre démarche peut même être donnée en exemple à d'autres. Rencontre de témoignages et de célébration du beau, du vrai. Maurice Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie, en saluant l'œuvre accomplie et écrite par Jean Kakou Diago, relève un des secrets de réussite d'un homme qui l'a côtoyé, son humilité. C'est un Daniel Kablan-Duncan visiblement heureux et fier d'un concitoyen créateur de richesses au bénéfice de l'Afrique qui s'exprime à l'occasion. Il y a effectivement 20 ans de cela, et plus précisément le 31 juillet 1995, M. Jean Kakou Diago me faisait l'honneur de m'inviter au lancement des activités d'une compagnie qu'il venait de créer, la nouvelle société interafricaine d'assurance dite NCA. Tout un symbole. Aujourd'hui, cette compagnie, que dis-je, ce grand groupe, est l'un des fleurons du marché financier de notre pays, avec, on l'a souligné tout à l'heure, 20 sociétés d'assurance, 2 banques, une SGI, une société immobilière, une société d'ingénierie informatique et une holding repartie dans 12 pays africains. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle je suis particulièrement heureux et fier d'être parmi vous cet après-midi. La Côte d'Ivoire est vraiment fière de vous, car vous contribuez ainsi à la formation de l'Ivoirien nouveau, que le gouvernement ivoirien, conformément aux instructions du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ambitionne de façonner d'ici à l'horizon 2020. Pour le reste, le président Jean Kakou Diago et Frédéric Gramel, journaliste écrivain qui a contribué à l'œuvre, peuvent passer à la dédicace proprement dite, non sans se prêter aux questions de la presse qui voulait en savoir plus sur l'initiative de l'homme et sur son œuvre de 320 pages.
Le marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan Massa débutera le 5 mars prochain au Palais de la Culture pour permettre une large diffusion des spectacles sur les chaînes de télévision et de radio de la RTI, mais aussi sur RTI Mobile. La direction générale du Massa a signé ici à Cocody, à la Maison de la Télévision, un partenariat avec la direction générale de la RTI, connue par Gassoro. 100 heures de show télé. Environ 150 agents mobilisés, les cérémonies d'ouverture et de clôture retransmises en direct. La RTI se positionne comme un acteur clé du Massa, marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan. Le Massa 2016, c'est 107 spectacles qui seront diffusés sur l'ensemble des chaînes. La musique, la mode et l'humour seront diffusés sur RTI 1. Le conte, la danse et le théâtre sur RTI 2. Des plateaux avec artistes et organisateurs sont prévus sur les deux chaînes de radio. La collaboration entre les directeurs généraux de la RTI et du Massa a été formalisée par la signature d'un partenariat entre les deux structures. Je suis heureux d'avoir rencontré un directeur et une équipe dynamique à la hauteur des ambitions que nous voulons pour le Massa, que nous voulons pour la Côte d'Ivoire et que nous voulons pour l'Afrique. Je crois qu'il y a un programme d'une très grande qualité qui a été conçu par l'équipe du Massa que je tiens à féliciter. C'est varié, c'est riche, les différents continents sont présents. Donc clairement, quand vous avez un programme d'une telle qualité, ça vous donne envie de mettre un gros dispositif, d'être à la hauteur finalement de cette qualité, de pouvoir bien la rendre, à la fois pour les Ivoiriens, mais aussi pour toutes les populations dans le monde qui sont, je pense, friandes de culture africaine. Abidjan, capitale de l'art au mois de mars. Les sonorités du Massa, marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan, inonderont aussi les villes de Bouaké, de Grand Bassam et d'Alzopé, ce dès le 5 mars prochain. Autre information, les 37 ans de la victoire de la révolution islamique d'Iran ont été célébrés ici en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien était représenté par le ministre Jean-Louis Billon. À cette cérémonie, les deux pays, la Côte d'Ivoire et l'Iran, ont décidé d'accroître le volume de leurs échanges commerciaux. Salimata Dia, Michel Digré. L'Iran se dit ouvert au reste du monde, notamment au continent africain, après la récente signature de l'accord sur le nucléaire iranien entre Téhéran et Washington. La Côte d'Ivoire ne sera pas en marge de cette offensive diplomatique iranienne, notamment au niveau de la coopération économique. La République islamique d'Iran n'a jamais été une menace pour aucun pays. Mieux, elle est une poche de la stabilité, de la sécurité et du calme dans la région ainsi que dans le monde entier. La Côte d'Ivoire étant un pays important et influent en Afrique de l'Ouest, la République islamique d'Iran tient à promouvoir ses relations avec elle et à préparer le terrain pour une coopération plus fructueuse. Même son de cloche du côté des chefs d'entreprise iraniens qui s'inscrivent dans la même dynamique que l'ambassadeur Mansour Chakib Meher. On a fait beaucoup de projets en Côte d'Ivoire par rapport à ingéniosité, topographie, géométrie et formation des gens en Côte d'Ivoire. Je crois qu'on peut améliorer pour les prochaines fois. On peut améliorer ce type de relation. Si d'autres entreprises peuvent venir ici en Côte d'Ivoire, à mon avis, ça va devenir un peu mieux. Avec cette coopération, nous pouvons prendre en charge une partie de la population ivoirienne dans le domaine de la santé, notamment le paludisme, le sida ou encore l'hépatite. La partie ivoirienne représentée par le ministre du Commerce, Jean-Louis Billon, a quant à elle appelé à intensifier le volume des échanges entre les deux pays. Un appel à l'investissement, à la coopération économique et culturelle pour favoriser le développement durable. Ce sont environ une centaine d'Iraniens vivant en Côte d'Ivoire qui ont entendu ce message lors de la célébration des 37 ans de la victoire de la révolution islamique d'Iran. Et tout à fait autre chose. À présent, des experts en environnement des collectivités territoriales de l'espace UEMOA en formation à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, ont visité plusieurs sites de traitement de déchets ménagers pour comprendre leur fonctionnement. Envoyé spécial de RTI1 à Ouagadougou, Kwasi Mamadou. Des techniciens en charge de l'environnement des collectivités territoriales de l'espace UEMOA ont visité sur le site de tri des déchets ménagers de Karpala, dans la commune de Ouagadougou. Ces spécialistes en environnement sont allés s'imprégner de la gestion des ordures ménagères de ces quartiers. Dans ces centres, les ordures récupérées dans les ménages sont triées par catégorie
Et le résultat de ce travail est traité sur place par les femmes organisées en groupement d'intérêt économique. Elles sont en train de faire des bichettes de façon artisanale qu'on est en train de faire. Donc elles mettent du papier dans de l'eau, on malaxe avec maintenant ce pâte. Elles essaient de faire des bichettes pour utiliser comme combustible. Ce sont des sachets, puis ils achètent ici, aller broyer, envoyer ça dans un autre pays, par exemple Ghana, la Côte d'Ivoire. Comme eux, ils ont des usines pour fabriquer les plastiques. Ce travail a permis au quartier Karpala, comme à bien d'autres quartiers de la ville de Ouagadougou, de disposer d'un cadre de vie sain et agréable. Dans ces quartiers, une véritable politique a été menée par les autorités locales pour convaincre les populations à rendre le cadre de vie sain. Nulle part dans les rues de ces quartiers, qu'ils soient précaires, luxueux ou administratifs, on ne verra des tas d'immondices ou encore des papiers traînés. Oui, c'est un exemple à copier. Tout n'est pas à 100% à copier. Il faut l'adapter à ces réalités. Ici aussi, nous avons appris qu'il y a une façon de traiter les ordures, de trier les ordures d'abord, pour qu'il y ait moins de volume à enfouir. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, on a intérêt également aussi à regarder ce qui se passe autour de nous, ce qui est bon à prendre, et c'est ce que nous allons faire. Ces techniciens en environnement ont visité le centre de gestion des ordures ménagères de la ville de Ouagadougou. Ici également, ils ont compris le fonctionnement de ce centre, qui à lui seul permet la production d'engrais bio, l'enfouissement des ordures ménagères et dispose également d'une unité de traitement et de valorisation des déchets plastiques. Un tour dans les maraîchers de la ville de Ouagadougou, une activité qui bénéficie des fruits du compostage fait à la décharge. Revenons en Côte d'Ivoire où la reconstruction de Bouaké voulue par la mairie s'accentue, du moins à son volet aménagement du cadre de vie. Après le rond-point central, un autre espace mythique, la place de la paix de Bouaké d'une superficie de 12 500 mètres carrés vient de subir sa métamorphose. Coût de l'ouvrage environ 600 millions de francs CFA. L'espace a été inauguré en présence des ministres Anne-Désiré Ouloto et François Amicha. Léon Broukwame, RT Bouaké. Voici la place La Promenade de la Paix de Bouaké, 12 500 mètres carrés entièrement aménagés pour abriter 22 magasins, un espace événementiel, des jardins, 2 terrains multisports, un espace de jeu pour enfants et un autre dénommé J'aime Bouaké. Coût de la réalisation, environ 600 millions de francs CFA, un financement public-privé mal interprété par une frange de la population. L'inauguration de ce cadre, occasion donc pour le maire de Bouaké de dissiper toute rumeur. La place de la paix reloquée reste toujours propriété de la commune de Bouaké. En termes clairs, chers parents de Bouaké, votre mairie n'ayant pas assez de moyens financiers a fait appel au secteur privé pour entreprendre des travaux de construction sur un site public. Cette entreprise exploite, puis au bout d'un certain nombre d'années, retrocède le site en question à la commune, c'est-à-dire à vous. Espace commercial, sportif et de loisirs, la place La Promenade de la Paix aura un rayonnement culturel avec pour objectif le rassemblement régulier des populations, précise Nicolas Djibo, et de révéler que jusqu'en 2012, cette place s'était érigée en dépotoir. Sa métamorphose pour les 2 membres du gouvernement revêt un acte de salubrité à copier. Cet espace qui est mis à la disposition des populations de Bouaké permet à ces populations d'avoir un espace pour les loisirs. Loisirs aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Je voudrais également lancer un appel aux populations pour aider à faire de nos villes des villes émergentes, des villes saines, propres, de belles villes, en faisant leur mutation et en devenant d'Ivoiriens nouveaux. La place La Promenade de la Paix, c'est l'ancienne place de la Paix située au quartier Air France de Bouaké. L'autonomisation des femmes, une porte de sortie pour l'éradication de la pauvreté. Assa Sandra, la présidente des femmes urbaines du PDCI, Aline Fofana, qui a bien compris le principe, a organisé une rencontre entre femmes. Elle a appelé ses sœurs à l'union pour être plus forte et contribuer au développement de la région. Michel Mambo. La femme est le socle de la famille. De son équilibre dépend donc celui de cette dernière. Et pourtant, bien nombreuses sont-elles, ces femmes qui, faute de moyens financiers, sont reléguées au second plan dans la société. Assa Sandra, une fille de la région, par ailleurs présidente des femmes urbaines du PDCI, a décidé de rectifier le tir.
Un tour sur les marchés de la commune lui permet d'avoir les idées claires quant à la stratégie à adopter pour donner aux femmes de Sassandra les moyens de se prendre en charge. J'ai constaté que les denrées alimentaires étaient hors de prix. Donc il y a un filon à exploiter. Et j'ai constaté aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui sont sans activité. Une femme qui n'a pas d'activité, c'est un foyer qui est en difficulté. Alors j'ai voulu sensibiliser les femmes dans les villages parce qu'il y a quelque chose à faire pour la région de Sassandra qui, à mon sens, est encore en retard en question de développement. Une fois le message livré, les participantes à cette réunion, des femmes de chefs de village pour la plupart, sont mises en mission. Et nous sommes dans la joie pour écouter ce message. Nous allons partir au village pour rassembler nos sœurs, pour les mobiliser, pour les motiver, afin qu'elles puissent vraiment prendre ce message à cœur pour que nous puissions sortir de la pauvreté. Sassandra est une ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, située à un peu plus de 280 km d'Abidjan. La Fédération des unions et sociétés coopératives de cajou de Côte d'Ivoire était en tournée dans plusieurs localités du pays. Objectif de cette tournée, sensibiliser les producteurs sur les enjeux de la mise en place de l'interprofession du cajou tel que recommandé par le gouvernement ivoirien. Francis Boifo. Le Bunkani, le Gontougo et le Poro. Voici les zones de production visitées par la délégation de la Fédération des unions et sociétés coopératives de cajou de Côte d'Ivoire. Lors de cette tournée, il a été question de la création du collège des producteurs devant aboutir à la mise en place de l'interprofession cajou. La délégation conduite par le président de la fédération a expliqué aux producteurs les critères de choix de leurs représentants au sein de l'interprofession. Une structure qui viendra contribuer à l'essor du secteur cajou. Toutes les unions que nous avons rencontrées sont vraiment d'accord pour le consensus, sont d'accord pour vraiment aller à la mise en place du collège des producteurs et aller à l'interprofession de la filière cajou. Au sortir de cette réunion, je suis très content du fait qu'aujourd'hui, je vois les 4 fêtières s'unir pour venir sensibiliser leurs parents afin que le collège des producteurs soit mis en place et qu'on aille vers l'interprofession. Nous sommes en train de suivre la discipline que l'État nous a demandé de faire. Le collège des producteurs ainsi aller à l'OIA. Et je pense que c'est dans l'intérêt des producteurs. Ces 3 dernières années, la production nationale de cajou s'est accrue pour atteindre plus de 700 000 tonnes en 2015. La Côte d'Ivoire est désormais le premier producteur mondial de cajou. À l'origine de ce progrès, la réforme initiée par le gouvernement en 2013. Elle a permis de garantir aux producteurs le paiement de 60% du prix CAF. En 2015, environ 300 milliards de francs CFA ont été distribués aux producteurs de noix de cajou contre 169 milliards en 2014. Francis Boifo, deuxième grand titre de cette édition. Plus de 70 Ivoiriens ont effectué un pèlerinage en Italie grâce au chef de l'État à travers le ministère de l'Intérieur et la Direction générale des cultes. Ils ont visité des lieux saints dans 4 régions d'Italie. Reportage Thérèse Tapeyoboué. La basilique Notre-Dame de l'Assomption d'Orvieto, région de l'Ombrie, premier édifice religieux visité par les pèlerins ivoiriens en Italie. Orvieto est une ville historique. C'est la ville du miracle de l'Eucharistie. L'hostie devenue vraie chair. Cassia, ville de Sainte Rita, l'avocate des causes désespérées et des cas impossibles, avec sa cathédrale Saint-Giuliano. La basilique Saint-François d'Assise, ce sanctuaire classé patrimoine mondial de l'UNESCO, est visité par de nombreux pèlerins du monde entier. Quand on touche du doigt ces lieux saints, c'est ne peut que renforcer notre foi réellement. La sainte qui m'a le plus marqué, c'est Sainte Rita de Cassia. Surtout parce qu'elle est la sainte des causes désespérées et des causes difficiles. Et nous savons qu'en tant qu'humains, les causes difficiles et désespérées, nous en connaissons beaucoup. Sienne, région de la Toscane, qui a vu naître Sainte Catherine de Sienne, la basilique où reposent ses restes, a été visitée.
Pour moi, c'est une occasion, une belle occasion de nous ressourcer, de nous recréer, de venir toucher la réalité qui est le Christ. Loreto, sanctuaire dédié à la Vierge, l'équivalent de Fatima. L'abbaye Saint-Benoît à Monte Cassino. La basilique Sainte-Marie de la Fleur de Florence. Ce sont ces lieux, célèbres les uns les autres, qui ont été découverts par les Ivoiriens en pèlerinage en Italie. Créée en 1975, l'Association des élèves et étudiants musulmans célèbre ses 40 ans. Une célébration se fond d'hommage aux pionniers qui ont créé cette association. Bassokone, Patricia Omo Etia. Étudiante à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Kadi milite au sein de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AMC. Tous les mercredis, dans son établissement, entre midi et 2, elle s'adonne à une formation assez particulière. Elle vient apprendre l'islam. L'AMC m'a appris aujourd'hui à savoir lire le Coran, à rédiger des PV, la gestion de l'entreprise, le leadership, le management. Des enseignements initiés par l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Le général Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major de l'armée, le professeur Keïta Kader, directeur du cabinet du ministre de la Santé, et le cheikh Aïma Bouakari Fofana sont entre autres les personnalités qui ont posé les bases de cette association. 40 ans avant, les difficultés étaient énormes puisque l'islam était moins connu et donc nous avons fait force de persuasion pour permettre aux gens de nous comprendre et de nous accepter. Aujourd'hui, l'AMC a 40 ans. 40 ans qu'elle s'évertue à enseigner à ses 60 000 militants les enseignements de l'islam et à leur inculquer des notions de leadership et de développement personnel. En 40 ans d'existence, elle a étendu sa toile dans près de 80% des établissements confessionnels et laïcs du pays à travers 2700 sections. L'un des objectifs de l'AMC, c'était de permettre aux élèves et aux étudiants musulmans, bien sûr allant à l'école que nous appelons école des Blancs, de pratiquer la foi des musulmans et d'affirmer leur identité islamique. Je pense qu'aujourd'hui, cet objectif est quasiment atteint. Nous avons aujourd'hui la quasi-totalité des intellectuels musulmans de notre pays qui affirment leur foi des musulmans sans complexe. Le thème choisi pour la célébration de ce 40e anniversaire est AMC, 40 ans au service de l'éducation et de l'éthique islamique, bilan et défis. Plusieurs activités meubleront ces festivités, dont une conférence, un dîner gala, un concert et des panels. Les Centrafricains votent ce dimanche pour la présidentielle pour choisir entre les deux anciens premiers ministres Anissé Georges Deleguélé et Faustin Archange Touadéra, un président qui devra sortir le pays de 3 ans de violence intercommunautaire. Environ 2 millions d'électeurs sont donc appelés à départager les deux candidats à la magistrature suprême. La MINUSMA, forte de 10 000 hommes appuyés par les forces sangaristes, reste mobilisée pour assurer la sécurité du vote et apporter une aide logistique. Le président sud-soudanais Salva Kiir a réinstallé le 12 février dernier comme vice-président son ennemi juré Riek Machar, chef de la rébellion. Il avait déjà occupé ce poste entre 2005 et 2013. Cette nomination apparaît comme une avancée symbolique dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé en août dernier. Massokone, Michel Digré. Visiblement, l'accord de paix conclu entre Salva Kiir, le président du Soudan du Sud, et le chef rebelle n'est pas resté dans les tiroirs. Le chef de l'État sud-soudanais vient de réinstaller Riek Machar, son pire ennemi à ses côtés en tant que vice-président. Une nomination qui met en application l'accord signé par les deux parties le 26 août dernier. Un accord qui prévoyait un cessez-le-feu et un mécanisme de partage du pouvoir pour ainsi mettre fin à 2 ans de guerre civile. Il y a 2 jours, j'ai été nommé premier vice-président de la République du Soudan du Sud. C'est une bonne nouvelle, parce que ça va dans la bonne direction. C'est un pas en avant dans l'application de l'accord de paix. Je me prépare à partir à Juba avec mes troupes. Pour Riek Machar, pas question de traîner.
Il entend se mettre au travail dès sa prise de fonction et surtout préparer les élections de 2018. Nous commencerons ensuite à mener les principales réformes stipulées par l'accord de paix. Réforme de gouvernance sur le fédéralisme, réforme sécuritaire de l'armée, réforme économique et puis même réforme de la justice de transition. Des mesures devront être prises. C'est un gros dossier qui va nous prendre beaucoup de temps. La moitié des 13 mois de transition. L'autre moitié sera consacrée à la préparation des élections de 2018. Le Soudan du Sud devient indépendant en juillet 2011 après des décennies de conflits avec Khartoum. En décembre 2013, une guerre civile éclate à Juba lorsque Salva Kiir, un Dinka, accuse son ancien vice-président de l'ethnie Nuer de préparer un coup d'État. Plus de 2 millions de personnes sont chassées de chez elles et une dizaine de milliers tués. Le magazine de ce dimanche a pour thème la mobilisation pour le bien-être des personnes du troisième âge. Notre invité est M. Kone Kipeya Brahima, directeur de cabinet adjoint au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. M. Kone, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Sidonie Waka Davila, et cela dans le cadre des festivités de la célébration de la journée des personnes du troisième âge. Et c'est la ville de Daoukro qui a été choisie. En l'espace d'une décennie, le nombre des personnes âgées a connu une forte progression en Côte d'Ivoire. Le taux d'accroissement s'élève à 5% selon le rapport du recensement de 2014. Cette tranche de la population est souvent confrontée à d'énormes difficultés liées à leurs conditions de vie, constate le gouvernement. Sa volonté de prendre à bras-le-corps ce problème s'est affirmée par la création d'un ministère en charge de la question. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Notre rôle à nous, c'est justement d'amplifier les mesures que le gouvernement a adoptées en faveur des personnes âgées. Aujourd'hui, il est question d'un hôpital à Abidjan qui va les prendre en charge, mais demain, nous aurons probablement des maisons de pension. En cette 25e journée de la célébration des personnes âgées, l'accent est mis sur la protection sociale à travers le thème « Mobilisons-nous pour la promotion du bien-être des populations du troisième âge ». Toutes les structures sous tutelle du ministère de la Protection sociale ont été invitées au cours des journées portes ouvertes de cette commémoration. À travers des panels et des stands de présentation, elles ont étalé leur politique de protection sociale en faveur des seniors. La CNAM, à travers la CMU, un pas important qui est accordé aux personnes âgées, c'est-à-dire la question de leur santé. La CMU devient la première assurance maladie des personnes âgées de notre pays. Désormais, il a été décidé que tout départ à la retraite qui occasionne la suspension de la rémunération de la personne âgée et qui ne peut pas par conséquent payer ses cotisations de la MUGEFSI bénéficie quand même des prestations de la MUGEFSI. La CGRAE a mis en place une politique de gestion sociale bienveillante pour les accompagner dans leur retraite. Face aux autorités, les seniors ont exprimé leurs besoins et réclamé un peu plus de bienveillance. Le gouvernement aussi n'a qu'à vraiment s'occuper de nous, nous les retraités, parce que nous sommes les premiers bâtisseurs de cette nation. Toujours dans la perspective de les célébrer, les personnes du troisième âge ont été reçues à Daoukro par le président Henri Konan Bédié, initiateur de la première journée des personnes du troisième âge en 1977. Chers collègues, car je suis des vôtres, je veux remercier singulièrement Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale pour cette heureuse initiative. Elle va dans le sens de la mission à lui confiée par le chef de l'État. Des présents et autres dons ont été faits aux seniors au cours de ce dîner, qui leur a permis par ailleurs de revisiter le répertoire musical de leur temps. La notion du troisième âge, M. Kone, comment est-ce que vous la définissez, cette notion? Merci Alvar Assa. Permettez avant toute chose, à travers vous, que je puisse m'acquitter du devoir d'adresser à la Direction générale de la RTI nos remerciements
pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir communiquer sur une problématique majeure qui est celle de la mobilisation au service des personnes âgées. Très bien, allez-y. Et pour revenir à l'approche définitionnelle que vous souhaitez de cette notion du troisième âge, je voudrais avec vous tout simplement vous ramener, vous vous en souviendrez certainement, à cette énigme du grand sphinx qui posait la question de savoir quel est l'animal qui le matin marche à 4 pattes, à midi marche sur 2 pattes, et le soir marche sur 3 pattes. Eh bien, la question qui a été répondue à cette énigme du sphinx, c'était de dire qu'il s'agit bien de l'homme. Et vous retrouverez donc dans ces 3 périodes qui correspondent à la phase de la jeunesse, de la naissance, qui est le premier âge, ensuite la seconde période qui est celle de l'âge adulte, on dit souvent qu'on est dans la fleur de l'âge, et puis en vient donc ce que les poètes ont considéré comme étant le crépuscule de la vie, c'est-à-dire ce qui rapproche le plus vers la fin et qui est considéré comme l'âge de la sénescence, l'âge du vieillissement. Donc voici en substance ce qu'on pourrait retenir comme étant une période majeure dans le cycle de vie d'une personne. Alors, quelles sont les réalités des personnes du troisième âge, vous qui étiez à Daoukro? Bien, les réalités... Vous étiez mobilisés là-bas? Oui, Daoukro a été... du troisième âge. Bien entendu, Daoukro a été le théâtre d'une forte mobilisation. Et c'était cela que M. le ministre Moussa Dosso souhaitait passer face à la nation comme message. Message donc qui consiste à dire ceci. Considérons qu'à travers le schéma que le politique nous a laissé sur l'appel de Daoukro, nous pouvons donc nous inscrire dans une mobilisation sociale, celle-là qui par contre nous oriente plutôt vers des messages de sensibilisation, des messages qui nous invitent à placer le bien-être des personnes âgées au cœur de nos préoccupations. Et nous avons donc, dans le cadre de ces activités à Daoukro, passé le message à travers des panels, à travers des conférences qui ont permis donc de sensibiliser les personnes âgées sur un certain nombre de questions qui les touchent, qu'il s'agisse des préoccupations de santé, qu'il s'agisse des préoccupations liées à la prévoyance sociale en termes de mesures d'accompagnement pour la retraite. Nous avons donc assisté véritablement à une tribune d'échange entre la tutelle, constituée bien entendu par toutes les structures sous tutelle que sont la CNPS, la SEGRAE, la Caisse nationale d'assurance maladie et la Mutuelle générale de fonctionnaires et des agents de l'État, qui nous ont donc permis de nous familiariser avec leurs offres de services. Monsieur Koné, vous avez parlé de la SEGRAE, de la CNPS, ce sont des structures qui s'occupent des personnes du troisième âge. Alors concrètement, que font ces structures pour les personnes du troisième âge? Bien, la SEGRAE et la CNPS, j'ajouterai la Caisse nationale d'assurance maladie, mais également la Mutuelle générale des fonctionnaires de l'État, parce qu'il s'agit tout autant qu'elles sont de structures qui interviennent dans le domaine de la prévoyance sociale et de la mutualité. Et au titre de la prévoyance sociale, vous le savez, l'État a concédé depuis 2014 une révalorisation des pensions de retraite à concurrence de 8%. L'État a également depuis 2012 restructuré ce secteur de telle manière qu'aujourd'hui, au niveau de la Caisse générale de retraite des agents de l'État, en moins de 30 jours, vous avez donc la possibilité pour quelqu'un qui part à la retraite de pouvoir donc accéder aux bénéfices de votre pension. L'État a également permis de constituer un guichet unique en transmettant les attributions en matière de traitement et de liquidation des pensions de retraite à la SEGRAE. Vous le savez que c'était anciennement un domaine partagé entre le ministère en charge de la fonction publique et le ministère en charge des affaires sociales. Aujourd'hui, c'est fait. C'est un guichet unique qui facilite donc le traitement des dossiers. C'est aussi en même temps une possibilité pour l'ensemble des usagers de pouvoir donc gagner en célérité et de pouvoir gagner en efficacité dans le traitement de leurs dossiers. Donc les personnes du troisième âge sont prises en compte aujourd'hui dans la société ivoirienne? Bien entendu, c'est ce que nous disons à travers ce dispositif qui est offert. Autant cela est fait pour les fonctionnaires dans le secteur du public, autant également dans le secteur privé à travers la Caisse nationale de prévoyance sociale. Il y a un train de mesures pour pouvoir accompagner l'inclusion de ces personnes qui sont particulièrement vulnérables. Alors très bien, au-delà de ces structures, la SEGRAE, la CNPS, est-ce que les personnes du troisième âge sont rejetées à la société ivoirienne? Rejetées, je ne retiendrai peut-être pas. Au niveau de certaines familles Cela peut se faire, vous le savez aujourd'hui, avec la modernisation, on va dire, de nos sociétés. Il y a comme un recul par rapport aux différents mécanismes d'entraide, de solidarité et de prise en charge qui sont caractéristiques de nos valeurs socio-culturelles. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de considérer justement que si nous accédons et nous aspirons aujourd'hui
à être un État moderne, à être un État émergent, il faut qu'il y ait un dispositif formel qui prenne en charge ce type de préoccupation et qui constitue une alternative à ce qui pourrait être considéré comme un recul par rapport au mécanisme. C'est ce que nous faisons au niveau de notre ministère en bâtissant, n'est-ce pas, un système national de protection sociale, et le gouvernement a donc adopté depuis 2014 une stratégie nationale de protection sociale. Elle a réaffirmé son engagement en faveur des personnes âgées dans le cadre de l'axe stratégique 2 du plan national de développement 2016-2020, dont l'un des piliers se rapporte à l'investissement dans le capital humain et social. Et l'idée, c'est vraiment d'inscrire en bonne place une batterie de mesures pour prendre en charge les préoccupations relatives à la santé des personnes du troisième âge, les préoccupations qui se rapportent à la retraite, mais surtout faire en sorte qu'au-delà des habitudes que nous avons à considérer qu'au soir de la vie, lorsque nous avons travaillé, nous accédons à une pension, nous pouvons aujourd'hui aspirer à un régime de retraite par capitalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il faut avoir le souci, en plus du précompte ou du prélèvement qui est fait pour la cotisation classique, normale, au titre de la pension de retraite, vous acceptez de pouvoir mettre de côté une rallonge, une réserve qui, au soir de votre vie, va permettre de compléter votre revenu de remplacement et renforcer donc votre pouvoir d'achat, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de faire en sorte que les personnes âgées ne soient pas dans la précarité. Il s'agit de faire en sorte qu'elles puissent être dans des conditions de bien-être, même après avoir travaillé et donc servi la nation. Et justement, qu'est-ce qu'il en est de la couverture maladie universelle pour les personnes du troisième âge, les retraités? La couverture maladie universelle repose sur un principe de mutualisation du risque maladie. Et l'idée, c'est de faire en sorte, comme le président de la République nous a instruit dans son programme de gouvernement Vivre Ensemble, l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait un effort de solidarité de ceux qui en ont le plus à l'endroit de ceux qui en ont moins. C'est de faire en sorte, comme il le dit dans le préambule de Vivre Ensemble, que notre épanouissement économique ne se fasse pas au détriment de nos obligations de solidarité. Et en cela, le principe de la couverture maladie universelle, c'est d'instaurer un taux unique de cotisation de 1 000 francs CFA par personne et par mois, et de faire en sorte que tout le monde, je dis bien tout le monde, puisse véritablement bénéficier des fruits de la croissance. Monsieur Kone, est-ce que vous savez que secoué par le poids de l'âge, les personnes du troisième âge ont souvent été considérées comme vulnérables parce que souvent malades? Certaines tentent de remédier à cela en adoptant un régime alimentaire et physique sain pour se maintenir en bonne santé. Nous allons suivre ce reportage. Elles ont 60 ans et plus et représentent près de 45% de la population ivoirienne. Les personnes du troisième âge, appelées aussi vieilles personnes, sont pour la plupart grands-parents et même arrière-grands-parents. Mais pour arriver à un âge si avancé, que de sacrifices consentis. Une expérience que cet homme de 76 ans partage. Je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool et je mange les choses naturelles. J'aime beaucoup les choses naturelles. Une longévité bien souvent secouée par le poids de l'âge, car à ce stade de la vie, le quotidien rime souvent avec fatigue corporelle, apparition de douleurs articulaires, dégradation physique et perte d'autonomie. Les maladies liées au vieillissement, en premier lieu vient le diabète, ensuite les maladies dégénératives, en tête vient Alzheimer, les complications de l'hypertension artérielle. On a aussi les fibrillations atriales, on a les arthroses, les artérioscléroses, la dépression, les adénomes de la prostate et les cancers. Des maladies qu'on pourrait éviter en suivant quelques règles d'hygiène alimentaire et physique. Il y a d'abord ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques. C'est l'hygiène de vie. Il faut éviter que la personne soit sédentaire, c'est-à-dire qu'il soit là à ne pas avoir des activités physiques. Et ensuite, il faut voir l'alimentation. Il faut au maximum manger un peu bio. Selon les projections des Nations Unies, jusqu'en 2025, le nombre de personnes de 60 ans et plus vivant en Afrique sera le plus important au monde. Alors, M. Kone, on se rend compte, ça c'est souvent occasionnel, on se rend compte que les personnes du troisième âge ici en Côte d'Ivoire et en Afrique ne profitent pas souvent suffisamment de la vie, comme c'est le cas en Europe, aux États-Unis, en Amérique, en Asie, où on a beaucoup de touristes, de personnes du troisième âge.
Oui, je suis d'accord avec vous et en cela, je me rappelle pour ma part de cette citation de Victor Hugo qui disait donc que la vieillesse bien comprise est l'âge de l'espérance. Et il faut donc prévoir cette dimension de la vie, cette période au crépuscule de notre vie et savoir donc qu'elle se prépare. Elle se prépare, vous l'avez dit tout à l'heure dans l'élément qui a été diffusé, elle se prépare à travers donc une hygiène de vie. Il faut pouvoir se mettre dans une activité sportive pour se maintenir en bonne santé. Il faut pouvoir se prémunir par rapport à un certain nombre de travers tels que l'alcoolisme, le tabagisme, en tout cas toutes choses qui pourraient, n'est-ce pas, affecter notre santé. Nous pensons donc qu'il est utile de pouvoir donc considérer le troisième âge comme une période de loisirs, de divertissement, d'évasion. Et nous avons certainement la contrainte dans nos pays en Afrique du pouvoir d'achat et la capacité donc de pouvoir s'offrir ces loisirs. Alors, mais cela reste envisageable. Alors du coup, on peut dire que la retraite se prépare lorsqu'on commence à travailler. Oui, je suis d'accord avec vous. Effectivement, la retraite se prépare lorsqu'on commence à travailler. Et c'est encore Paul Eluard qui disait que vieillir, c'est organiser la jeunesse au fil des ans. Et c'est aussi considérer que ne pas honorer la vieillesse, c'est tout simplement démolir la maison où l'on est appelé à coucher le soir. Et c'est votre cas? J'y compte bien. Je compte en tout cas m'employer, comme bien d'autres Ivoiriens, à considérer que cet âge mérite d'être valorisé et notre département ministériel travaille à cela. Et c'est la fin de ce magazine. C'est également la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI. Merci, M. Koné. C'est moi qui vous remercie.